Les barons de la peur. Il était une fois la nuit d'Halloween, cet étrange phénomène destiné à faire peur aux gens, pour que surtout ils ne voient jamais les vrais démons qui courent dans les rues. Et pour une fois, j'ai envie de vous effrayer pour de vrai en vous racontant l'histoire des barons de la motte aux escargots. Le dernier descendant de cette lignée était un noble personnage vivant au crochet de sa mère, une de ces vieilles baronnes des temps anciens, où être aristocrate signifiait encore quelque chose. Elle avait construit un empire sur quasiment rien du tout, une motte escargot. Selon la légende familiale, elle découvrit un élixir de jouvence en extrayant la bave de ces animaux immondes. D'ailleurs, sur les photos représentant cette étrange dynastie, personne ne savait reconnaître la mère du fils, tellement ses membres rajeunissaient d'année en année. Dans le village d'à côté, celui appartenant au baron de la Marche, on se posait le même genre de questions concernant cette aristocratie éternelle qui pourtant veillait sur eux. La population constatait qu'aucun descendant n'avait vu le jour depuis des décennies. Depuis plusieurs générations, il se disait que cette caste allait probablement s'éteindre avec le décès de leurs deux derniers membres. Mais en attendant, les barons ne semblaient pas prêts de lâcher l'affaire, celle de la bave d'escargot, de bien entendu. Les jours tombaient de plus en plus vite en cette fin d'année. Même l'heure ne savait plus bien où se positionner pour parvenir à donner la bonne information aux montres de tout temps. Les gredins et les malandrins en profitèrent pour voler une vieille couronne dans le salon du baron de la Marche d'à côté. Pauvre homme, lui qui la portait tous les Noëls pour asseoir son statut de souverain depuis des millénaires lui aussi, sans jamais avoir peur d'être mis à la retraite. Il faut dire que les habitants de ce pays de la baronnie ne prêtaient guère attention aux affaires de notre belle aristocratie. Ils la laissaient se débrouiller avec ses problèmes, que ce soit la peur de vieillir ou encore celle de ne plus jamais retrouver une couronne pourtant promise à vie par son héritage patronymique. Cependant, l'affaire prit un tournant beaucoup plus sérieux, car Halloween annonçait une nuit bien mystérieuse. Certains craignaient affreusement qu'une flopée de petits bonhommes verts venus de l'espace vienne envahir les champs. En effet, il était bien connu que cette fin octobre annonçait l'entrée dans la saison des enlèvements de toutes sortes, et le crémier avait fort à faire avec une de ses vaches qui donnait à présent du lait vert. Mais tout devenait encore plus étrange, car le soleil d'hiver arrivait à grands pas pour la mi-novembre. Les feuilles disparaissaient de tous les arbres. Même les plus fiers spécimens tentaient de se donner une contenance au milieu des prés déserts de leurs sangliers, en recherche d'aventure dans la forêt voisine. Les chasseurs n'osaient même plus chasser la biche, car la baronne de la motte aux escargots leur avait interdit l'accès de ces terres. Elle menaçait le moindre contrevenant en lui promettant d'accrocher son trophée dans le dernier magazine sur la bienséance électorale à venir. Mais que pouvaient bien faire des élections dans cette affaire de vaches, de sangliers et de chasse? En réalité, une nouvelle échéance électorale s'annonçait au printemps. Il fallait élire le nouveau président de ce pays à l'aristocratie pourtant encore bien vivace. Et de toute manière, un chef d'État devait maintenant faire cesser toutes ces histoires de peur qui circulaient dans les villages de la baronnie. Plus personne n'était épargné en se demandant pourquoi on ne pouvait jamais voir ces merveilleux escargots qui donnent tant de belles choses à leurs dirigeants. Mais comment un nouvel élu
pouvait-il faire pour remédier aux problèmes du pays avec toute cette caste qui ne voulait jamais vieillir, ni donner sa couronne? Il est quand même à constater que les électeurs ne se préoccupaient pas vraiment de cette situation. Ils pensaient que tout allait se régler de soi-même, pourvu que personne ne touche à leur argent durement gagné à l'usine de la vie. Et pour la vache du crémier, bien, il en rachètera sûrement une autre, et le problème sera résolu. Ses collègues fromagers se disant qu'il avait sûrement dû la perdre en cherchant sa chèvre disparue dans la colline. Mais que d'énigmes dans ce pays étrange, sans que personne ne cherche jamais à comprendre ce qui se passe réellement. Même le plus doué des économistes ne voulait plus voir la nature s'alourdir, car il en avait marre de servir de bouc pour rassasier la folie de tous ces aristocrates en manque d'idées pour ne pas quitter leur château de pierre. Ces vieux parpaings, complètement élimés, au point de laisser passer l'humidité et la chaleur d'une population qui n'aimait absolument plus être ainsi transformée en extraterrestre pour se faire jeter de partout de la sorte. En effet, la guilde des crémiers se mit en grève pour alerter sur les enlèvements des vaches par des petits bonhommes verts, qui parfois les ramenaient complètement transformées en bêtes immondes. Du coup, elles ne donnaient plus rien d'autre que de la morve au petit déjeuner, un peu semblable à celle des escargots. Tiens, en voilà une bonne question que se posa le détective de la région. Il était pourtant plus habitué au meurtre et au vol d'objets précieux, comme cette belle couronne qui ne fut jamais retrouvée. Ces deux affaires lui semblaient étrangement liées. Et si les voleurs de vaches avaient décidé de s'en prendre aux escargots de la baronne pour en faire une potion magique afin de rajeunir une partie de la population? Pourtant, ce n'est pas grave de vouloir garder tout le monde beau et sans rides. C'est plutôt une bonne idée. Sauf qu'en rajeunissant, les bébés ne venaient plus au monde. Il y eut à présent une vague de mortalité soudaine dans beaucoup de pays. Les jeunes qui ne devaient pas vieillir se mettaient à attraper rides et diverticules géantes, et les vieux qui voulaient mourir se retrouvaient en train de diriger les affaires. La baronne et le baron de la Marche avaient trouvé un accord. Ils allaient s'unir pour battre le candidat des crémiers à l'élection prochaine. En effet, la guilde des paysans s'était joint à leur mouvement en proposant un homme bien sous tout rapport pour les représenter. Mais qu'en était-il des habitants de tous bords? Ils s'en foutaient, comme d'habitude, n'en ayant rien à faire du crémier, de la baronne et du baron, tant qu'ils avaient de quoi manger sur la table du dîner le soir. Bon, les querelles continuèrent à la télévision, dans les salles de fête et sur les champs de foire pour montrer qui était le plus apte à diriger ce pays. Ah, j'avais oublié de mentionner que le dirigeant actuel était le fils de la baronne. Mais ce dernier ne pouvait plus assumer son rôle, car il avait trop mangé de lait vert du crémier du village. Son estomac se désintégrait à un rythme effroyable, surtout qu'il n'était plus en âge de vivre tout comme sa mère. Mais heureusement, la bave d'escargot ingurgitée au quotidien en quantité astronomique l'aidait à garder la forme. Mais la baronne voulait l'éloigner du château, maintenant qu'il devenait complètement inutile à sa cause. Elle décida de l'enfermer dans un asile quelconque, loin de la civilisation, et surtout à l'abri des regards indiscrets. Mais pourquoi cette décision soudaine? Ne l'aimait-elle plus? Avait-elle vu quelque chose chez lui qui l'empêchait de rester au plus haut sommet du pays? Ça, nous ne le savons pas encore, car notre bon détective mène encore l'enquête et d'une manière assez discrète,
pour ne pas se faire avoir par les services de renseignement de la baronne et du baron. Il paraît qu'ils ont déjà fait taire un journaliste local qui parlait des escargots. Il expliquait dans un article que leur corne était bien étrange, car elles n'avaient ni yeux et ni entrain, pour devenir une espèce à part entière. Une photo avait même circulé, montrant l'élevage encerclé de flammes et de monstres ailés pour en garder le troupeau. Le monde le traita de fou, et il fut envoyé à l'asile, pour y mourir entre un curé défroqué et une femme éléphant. Drôle d'endroit pour finir sa vie, mais les gens s'en foutaient, tant qu'ils avaient de l'eau et du vin pour arroser les fêtes qui marquaient les temps forts de l'année. Voilà que le candidat des crémiers se mit à tousser. Il avait oublié de prendre ses pastilles contre la rhinopharyngite et la bronchite. Mais heureusement, son voisin le pharmacien lui donna une petite cuillère de sirop à l'anis pour l'aider à continuer ses discours de paix, pour que les vaches et les moutons ne se fassent plus enlever par des petits bonhommes verts. La baronne eut une idée étrange pour faire taire cet opposant bien dérangeant, car beaucoup d'électeurs le trouvaient sympathique, authentique et différent. Il leur semblait idéal pour construire une nouvelle harmonie dans ce pays, sans bave d'escargot ni couronne éternelle. L'aristocrate prit un de ses gastéropodes fétiches et le laissa ramper au pied d'une des vaches de notre candidat crémier. Il piqua de sa corne le sabot de l'animal, et ce dernier tomba raide mort. Mais qu'est-ce que c'est que ces défenses? Ce ne sont quand même pas des sangliers, se dit notre détective. Ce journaliste avait peut-être bien raison. Mais malheureusement, dans sa douleur, le bovin écrasa l'escargot, dont il ne resta plus rien à autopsier aux grandes dames de notre enquêteur. En effet, ce n'est qu'en voyant la petite coquille rougeâtre qu'il comprit qu'il avait affaire à un gastéropode de la baronne. Il relut discrètement l'article du reporter enfermé pour avoir osé dire que quelque chose clochait dans la cour de l'aristocrate qui ne vieillissait jamais. Mais comment utilisait-elle son élixir de jouvence, composé de cette bave immonde? Est-ce qu'elle la buvait ou la mangeait en ragoût? Le détective se posait de plus en plus de questions, ne sachant même plus si tout cela était réel, car les décorations d'Halloween lui donnaient la chair de poule. Surtout les escargots aux yeux lumineux et oranges qui ornaient l'allée de la mairie où exerçait l'ami de la baronne, son amant en quelque sorte. Enfin, c'est ce que tout le monde pensait, car il passait la majeure partie de son temps au bras de cette femme sans âge et bien étrange. Cependant, elle lui avait promis la vie et la place de maire pour toujours, sans craindre une fausse note à l'élection. Elle savait que jamais personne n'oserait se mettre en travers de son chemin. Elle, l'aristocrate de haut rang, qui savait comment gérer un élevage d'escargots et surtout un troupeau de moutons. Oui, car non seulement elle tirait sa fortune de la bave d'escargot, mais également du tissage de la laine de mouton. Une espèce tout aussi spéciale. Elle datait de l'époque des rois de la nouvelle frontière au nord, là où les méchants envahisseurs mirent en place un siège hallucinant pour imposer leur vision de la nourriture. Mais qu'est-ce que c'est que cela encore? Se disait le détective, en lissant ses belles moustaches coupées à la perfection. Il aimait bien le ragoût de mouton, aux carottes extra fines, avec une bonne liqueur de vin rouge à la clé. Mais là, tout devenait confus. La baronne ne voulait plus que les habitants mangent autre chose que ces escargots et ces moutons. Elle vantait leur vertu exceptionnelle pour aider la population à retrouver la forme après une longue journée de travail au frais de la belle usine de vélomoteurs du coin.
celle que possédait le baron de la Marche. Il vendait ses engins au moindre passant pour qu'il ne lambine plus dans la vie, l'empêchant ainsi de flâner au milieu de la forêt ou d'aller rendre visite à la vieille tante Anita, qui habitait pourtant de l'autre côté de la rue. Bref, un véritable dédale de baron que cette histoire. Ils ne savaient plus quoi faire pour embêter leur monde. Ils eurent ainsi l'idée de retarder un peu les élections, car le pauvre représentant des crémiers avait maintenant une pneumonie qui lui donnait des quintes de toux la nuit comme le jour. Il était tout pâle et sans allant. Dans leur extrême bonté, le baron et la baronne lui proposèrent de veiller sur lui et sa santé, en l'aidant à payer les frais de l'hôpital de la Charité. Un bel édifice, se situant à la jonction entre les deux communes, est construit par nos chers aristocrates pour aider les familles à soigner leurs enfants durant les longs hivers. En effet, le froid et le manque de lumière les empêchaient de se guérir du moindre virus passant par là. Encore un mystère, se dit notre détective. Mais pour les habitants, cela était plutôt normal, tant qu'ils n'avaient pas besoin de payer des soins, si chers d'habitude, lorsque la morve arrive au nez de leurs rejetons. Mais tout allait s'accélérer dans ce comté de la motte aux escargots. Il paraît que le vilain petit canard venait de naître, et qu'il allait provoquer un bordel incommensurable dans cette basse-cour du n'importe quoi. Une énième fois, la baronne s'alliait au baron pour lui demander de bien vouloir la soutenir dans son action, pour mettre un terme aux candidatures spontanées qui se déclaraient en pagaille pour la défier le jour de l'élection. Elle n'avait plus envie de se battre. Tout le monde devait bien savoir qu'elle était la seule et unique personne capable de subvenir aux besoins de ses habitants. Sans elle, ils mourraient tous de faim et de peur. Mais voilà, la mort par apoplexie du représentant des crémiers avait fait germer le doute sur la nature du sirop contre la toux de notre bon pharmacien, si prompt pourtant à conseiller la veuve et l'orphelin dans leurs déboires habituels. Il faut dire que beaucoup d'hommes disparaissaient. On ne savait plus bien où en trouver pour effectuer les travaux des champs et relever la garde de nos barons. Même eux se disaient qu'ils avaient peut-être fait une erreur en ne valorisant pas assez le muscle et la bonne forme du soldat. Ils regrettaient à présent de ne pas l'avoir nourri avec autre chose que de la bave d'escargot ou encore du mouton frelaté à la mauvaise bière sans alcool et sans houblon. Ils les avaient abreuvés de cet élixir à la bave d'escargot qui devait les préserver du moindre doute concernant l'hégémonie de la baronne et de son cheptel de jeunes gens à son service. Mais notre vieille bonne femme, car c'est ce qu'elle était en réalité, devenait de plus en plus aigrie. Elle perdait la boule, à force de ne plus savoir comment garder son influence sur un monde en train de changer, car de plus en plus hermétique à sa théorie sur l'équilibre entre elle et le baron d'à côté. Ces deux-là devenant même un danger pour une bonne partie des citoyens qui se réveillaient enfin à la supercherie. Ils n'en pouvaient plus de travailler pour rien, car même le chou ne poussait plus au centre de ce champ de l'infortune et du malheur permanent. En outre, les graines devenaient introuvables pour nourrir les poules et semer les carottes et les salades de la saison prochaine. Mais comment allaient-ils faire pour survivre? Les enfants mouraient, car les hôpitaux ne trouvaient plus le sirop contre la toux que la mort du crémier en chef avait fait retirer du marché. Mais que se passait-il donc à présent, dans ce royaume qui pourrissait plus vite qu'une pomme au pied de son arbre? Les champs s'asséchaient, les rues se remplissaient de moutons enragés, et les vitrines de Noël ne ressemblaient plus qu'à une valise de départ en vacances pour fuir ce lieu maudit. Ah ah! Maudit! Voilà le terme que notre détective avait omis de relever dans ce vieux livre, parlant des escargots et de leur bave exaspérante.
À la fin de l'ouvrage, il était fait mention d'une espèce rare et très dangereuse, l'escargot aux cornes sans yeux et aussi dur qu'une tête de bouc. Il chercha un moyen de se débarrasser de ces bestioles sans passer pour un hurluberlu, ou tout simplement se faire arrêter par les sbires et les pantouflards au service de la baronne. D'ailleurs, pourquoi son fils ne se représentait-il plus aux élections? Bien, il avait peur. Mais peur de quoi? Ça, personne ne le savait encore. Mais le détective commença à se douter de quelque chose. Il prit une arme particulière dans la vieille malle que son grand-père, chasseur de fauves et surtout de vampires, lui avait léguée. Il s'agissait d'une épée à 3 côtés. Un pour blesser la bête, un pour montrer son vrai visage, et le dernier pour l'achever d'un coup fatal. Armstrong, notre détective, se prépara à faire le nécessaire, car il n'avait besoin de l'autorisation de personne pour faire revenir la paix et la vérité sur son beau territoire à lui aussi. Il mit en berne le drapeau de la quiétude dans sa vie et marcha vers l'aventure, la vraie, celle qui devait le délivrer, lui et ses petits-enfants qu'il aimait par-dessus tout, du mal ambiant. C'est ainsi, la nuit tombée, qu'il décida de se rendre chez la baronne pour lui enlever les pleins pouvoirs sur la ville. Il réussit à se faufiler entre les mailles du grillage qui marquait l'enclos des escargots. Clôture somme toute assez fine, car dans sa suffisance, cet aristocrate éternel ne se douta jamais que quelqu'un viendrait l'affronter sur son propre terrain pour s'en prendre à sa propre fortune. Ces petits escargots inoffensifs à première vue étaient pourtant de la pire espèce. Armstrong en avait une illustration dans ce vieux grimoire légué par son aïeul. Ces animaux ne toléraient pas que les familles des barons ne les nourrissent plus de leurs semences préférées. La lune devenait parfois leur ennemi le plus mortel, car sa clarté pouvait les aveugler. Le soleil n'étant d'ailleurs plus leur priorité, maintenant qu'ils avaient assombri l'âme de tous les habitants de la planète. Mais comment tout cela avait-il bien pu arriver? Un jour, le baron de la Motte aux escargots, qui vécut il y a plus de 2 siècles de cela, se sentit investi d'une mission bien curieuse. Il se mit en tête de garder les siens sous contrôle, pour qu'à leur tour ils contrôlent le monde entier. Il n'avait vraiment pas besoin de cela pour se faire aimer de ses petits-enfants. Des blagues et des contes au coin du feu auraient largement suffi. Mais non, il voulut être le plus puissant des hommes, ne jamais perdre la main sur notre planète, car il se devait d'y régner en maître. Mais comment faire lorsque le corps se meurt au bout d'un moment? Et c'est là qu'il trouva le plus vil des escargots, celui à la corne pointue et à la langue aussi acérée qu'une vipère mortifère. Il lui demanda de lui venir en aide en échange de tout ce qu'il voulait. Bien, il aurait mieux fait de s'abstenir, car la bête désirait qu'on la nourrisse sans fin avec les enfants des autres, ceux qui n'avaient aucune utilité au baron pour poursuivre ses petites affaires. Les gastéropodes exigeaient de les manger en entier, tout cru, cuit ou encore en ragoût à chaque repas de la journée. Mais quelle horreur! Se dit notre détective lorsqu'il lut cette terrible légende surlignée en rouge dans le livre des chasseurs de vampires de son grand-père. Il avait donc raison lorsqu'il me disait de ne jamais m'approcher du moindre baron sur la route, et encore moins de monsieur le maire, car il était payé très cher pour ramener les belles âmes nouveau-nées qui décédaient en couches ou dans l'hôpital de la baronnie de droite et de gauche. C'est pour cela que ce vieux curé fut mis à l'asile. En effet, il fut témoin de ce trafic d'âmes avant même qu'il ne pût baptiser le moindre enfant pour le préserver du malheur, comme le voulait la tradition. Il dut se résigner
à être diffamé pour ne pas mourir sous les coups de l'escargot lui-même, celui qu'il trouva un jour dans son lit à son réveil, sous la forme d'une plantureuse jeune femme. Il mourut dans la peur, comme ce journaliste qui avait découvert toute cette histoire. Mais notre détective avait un bel avantage. Il savait comment défier la bête et ses mignons. Son grand-père lui avait légué des gènes extraordinaires, ceux du respect et de la tâche noble de protéger les siens du danger et de la fourberie. Muni de son épée et de sa veste pour affronter le danger, il se retrouvait maintenant au milieu de cet élevage d'escargots à cornes. Il brandit son arme vers la lune, belle et pleine, ce soir-là, car elle est d'une aide incroyablement importante pour ne pas sombrer dans la folie durant le long combat pour récupérer la véritable paix sur son monde, contrairement à celle imposée par une baronnie sans foi qui pense être à l'abri de tout sous son masque de la bienséance tronquée, celle qui ne fait qu'accélérer la mort des belles âmes pour nourrir tous les escargots à cornes de ce monde. Ainsi, l'épée se para d'une couleur bleutée et réfléchissante qui aveugla les gastéropodes au point de les rendre fous. Ils couraient à droite, à gauche, et se cognaient au centre pour finir par se battre et s'entre-déchirer du plus violent des combats. Notre détective n'avait pas grand-chose à faire, à part les observer se tuer et de la plus vile des manières. Ils s'accusaient entre eux d'avoir mangé le repas de l'autre, d'avoir noyé la mère du copain et d'avoir créé une coalition contre son parti de la luxure à tout prix. Et ainsi de suite, jusqu'à l'arrivée de la baronne. Elle apparut, complètement défraîchie, sans une once de peau sur le visage, ressemblant à un de ces squelettes que la fête d'Halloween expose pour faire peur à ces mêmes enfants. Et c'est ce qu'elle était, une sorcière de plus dans ce monde éhonté, face à la bêtise de survivre à tout prix à sa destinée. Elle était née pour vivre, et non pour ne pas mourir, tout en aspirant jeunesse et belles âmes à ceux qui viennent au monde. Notre détective sut qu'en coupant la tête de la bête, le soleil reviendrait éclairer son beau petit pays. Il sauta donc sur la baronne, lui cassant tous les os de la nuque d'un seul coup franc et bien mené. Elle tomba sur le sol et devint poussière. Mais une ombre noire et terrifiante s'échappa de cette harpie. Cependant, la lune n'avait pas dit son dernier mot. Elle se servit encore une fois de l'épée d'Armstrong pour brûler la noirceur de ce nuage de haine. Enfin, le soleil put à nouveau arriver jusqu'à la terre. Car depuis des années, et des siècles même, ce dernier n'était plus lui-même. La baronne lui avait interdit de briller, le voilant de ses plus beaux subterfuges pour le rendre beau. Il n'était que mensonge, en promettant la lune à qui voudrait bien croire en ses sornettes sur la pluie qui noie et la chaleur qui brûle pour l'éternité. L'astre solaire allait à nouveau éclairer le printemps de ses couleurs de renaissance. Mais il allait surtout faire taire l'automne, dont les récoltes n'étaient plus que mensonges pour punir les humains de n'avoir rien vu du complot de la baronne et de son voisin de gauche. Ces derniers n'amenant que de la discorde dans le monde, pendant qu'ils dirigeaient le tout au grand bonheur de leurs ventres énormes et de leurs plaisirs inavoués pour la déchéance de l'âme. Mais ce qu'ils avaient oublié, c'est qu'il ne fallait jamais priver les habitants de tout. En effet, ils n'eurent plus rien pour rester sagement à leur place. Ainsi, au lieu de rester assis dans leur malheur, ils se levèrent, puisque de bonne heure, il n'y en avait plus aucun à la table du souper le soir, car même la télévision et le journal quotidien ne leur donnaient plus l'espoir d'être vivants. Ils durent se résoudre à mourir une bonne fois pour toutes, pour effacer la baronnie de leur monde, et notre détective eut une idée formidable. Il prit la colombe de la paix et la posa sur une des tours du château de cette aristocratie complètement défraîchie et sans le sou. Ils étaient ruinés, car tous les escargots avaient disparu de cet élevage impossible à maintenir en l'état.
Toutes les bêtes avaient été achevées de la lumière de la lune, avec l'aide de son chevalier servant Armstrong, qui d'un coup devint une sorte de héros mondial. Il put néanmoins compter sur la bonne ambiance familiale pour ne pas sombrer dans la mégalomanie de son art, maintenant enseigné de partout. Des écoles de paix et de vigilance face aux escargots à cornes se créèrent à travers la planète. Elles rendaient les familles attentives aux mensonges et surtout aux masques que pouvaient porter les barons autoproclamés défenseurs du peuple, car ce dernier n'a besoin de personne pour se sauver. Ne dit-on pas que c'est lui qui fait ses rois et ses dirigeants? Beaucoup de survivants étaient encore faibles et épuisés par tant de mensonges à avaler et à digérer. Ils nécessitèrent de l'aide pour guérir enfin de la stupeur de ce monde qu'ils pensaient bienveillant pour eux, et pour redevenir à présent des êtres forts et capables de distinguer le vrai du faux. Les hôpitaux se transformèrent en lieux de parole et de soins différents. Le guérisseur du passé permettait aux âmes de retrouver leur dignité. Le chirurgien reconstruisait des visages abîmés par la peur de ne plus savoir qui ils étaient face à ce miroir de l'indifférence à sa propre vie. Il était donc l'heure de sonner le rappel des troupes sur cette terre en pleine reconstruction pour ériger de nouvelles cathédrales, celle de la lumière bleue et jaune, lorsqu'enfin la lune et le soleil se retrouvent à nouveau pour éclairer de leur amour inconditionnel une belle humanité. Et elle se soigne à présent en s'appuyant sur les vieux grimoires bien utiles et pleins de bon sens de notre cher Armstrong, surtout qu'il ne fut pas le seul. D'autres baronnies se manifestèrent en tuant les escargots de l'infertilité et du désespoir sur leurs terres par le même truchement. Ce savoir qui leur avait été confisqué, celui que les anciens leur transmettaient ainsi pour les rendre attentifs aux monstres. Car lorsqu'Halloween paraît, les masques se confondent avec la réalité. Il est donc temps que cette fête redevienne une tradition à part entière, et non une fête du quotidien où les hommes et les femmes se confondent avec les monstrueuses bêtes à cornes de cette baronnie qui va devoir céder sa place. En effet, son temps n'aura que trop duré. Et pour cela, Armstrong et tous ses descendants allaient y veiller sans jamais baisser la garde, car on ne sait jamais par où le mal arrive. Il est souvent dissimulé dans la plus douce des personnes, lorsque la peur empêche l'âme de distinguer le vrai du faux.